Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on va se pencher sur une question vraiment essentielle, le vécu émotionnel des personnes avec un TDAH. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'inattention, d'hyperactivité, mais la tempête intérieure, le ressenti, c'est souvent le plus difficile. Exactement. Et comment est-ce qu'on passe des défis très concrets d'un adolescent à l'école à la lutte plus interne d'un adulte qui essaye de garder le cap? Alors, pour explorer ça, justement, on s'est appuyé sur deux publications scientifiques très récentes, de 2025, qui apportent un éclairage vraiment complémentaire. Ah, c'est intéressant. Deux perspectives donc. Oui. La première, issue du Journal of Child Psychology and Psychiatry, s'intéresse à ce qui se passe à l'école. Et la seconde, du Journal of Attention Disorders, zoome plutôt sur les traits de fond, le tempérament chez les adultes. D'accord. L'objectif, c'est donc de relier ces deux mondes, de l'adolescence à l'âge adulte, pour mieux comprendre la trajectoire. C'est tout à fait ça. Mieux comprendre pour, au final, mieux accompagner. Parfait. Alors, commençons par l'adolescence et ce que vous appeliez le champ de bataille de l'école. L'étude de Steve Lukito et son équipe, c'est ça l'idée? Oui, et elle parle d'un concept qu'on connaît bien, le déficit de régulation émotionnelle. L'idée, en gros, c'était que le problème venait de l'intérieur. Une sorte de thermostat émotionnel qui serait un peu défaillant, c'est ça l'idée de base. C'est exactement ça. On a longtemps mis l'accent sur une incapacité interne à gérer ses émotions. Une vision très centrée sur l'individu, en fait. D'accord. Et ce que cette étude fait, ce n'est pas de jeter cette idée, mais de dire qu'elle ne raconte que la moitié de l'histoire. Ils introduisent un concept nouveau que je trouve très puissant, le fardeau émotionnel. Le fardeau émotionnel. J'aime bien le terme. Ça sonne moins comme un défaut technique et plus comme quelque chose qu'on porte, justement. Oui. Et ça change la perspective. Ce n'est plus seulement votre thermostat est cassé, mais c'est aussi que l'environnement n'arrête pas de créer des courants d'air. C'est une bonne image, ça. Le fardeau émotionnel, pour les auteurs, c'est le produit de deux facteurs. Le premier, c'est la fréquence très élevée d'exposition à ce qu'ils appellent des événements contrariants courants. Des micro-agressions du quotidien, en somme. Des choses qui peuvent paraître banales pour un autre élève. Oui, mais qui pour un jeune avec un TDAH se répètent sans cesse. C'est l'effet goutte d'eau, mais la goutte tombe toutes les 5 minutes. Précisément. Et le deuxième facteur, c'est l'intensité de la réaction émotionnelle à chacun de ces événements, qui est particulièrement forte. Donc on a la répétition des stresseurs et la force de la réaction. C'est la combinaison des deux qui crée ce fardeau, un poids qui s'accumule. Voilà. Jour après jour, heure après heure. Et ce que je trouve remarquable dans leur démarche, c'est qu'ils ont développé un outil, le My Emotions in School Inventory. Nemesi, oui, en collaboration avec des jeunes neurodivergents. C'est-à-dire qu'ils sont allés à la source pour demander concrètement qu'est-ce qui vous pèse à l'école. Absolument. Et ça change tout. Et les résultats, ils confirment d'abord ce qu'on pressentait. Les ados avec TDAH ou autisme rapportent un fardeau émotionnel beaucoup plus lourd. Ça, on s'en doutait un peu. Oui. Mais là où ça devient vraiment éclairant, c'est que l'étude montre que ce fardeau émotionnel, donc le facteur environnemental, Mhm. et le déficit de régulation interne, contribuent tous les deux, et de manière indépendante, au risque d'anxiété et de dépression. Ok, ça c'est un point capital. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'envoyer l'ado en thérapie pour qu'il apprenne à gérer ses émotions. Non, ce n'est pas suffisant. Si on ne fait rien pour alléger ce que j'appellerais le bulldozer environnemental qui lui roule dessus, c'est une double peine en fait. C'est le message central. Il faut agir sur les deux fronts. Demander à l'individu de devenir imperméable alors qu'il est sous une averse continue, c'est mission impossible. Il faut aussi essayer de calmer la pluie. Et l'étude nous aide à faire ça, en identifiant les gouttes d'eau les plus pesantes. Oui, et elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est ça qui est passionnant. Alors par exemple, pour les ados avec un TDAH, Pour eux, les déclencheurs sont souvent liés à l'autorité, la motivation, les fonctions exécutives. Les exemples sont criants de vérité. comme quoi par exemple? Les professeurs n'écoutent pas, les cours sont ennuyeux, ou la phrase terrible, on me dit de faire plus d'efforts. Ah oui, c'est là. Elle est dévastatrice parce qu'elle nie l'effort qui est déjà colossal. Il y a aussi perdre ou oublier ses affaires, ce qui entraîne honte et punition, ou être accusé à tort. On imagine le poids de se sentir constamment incompris et jugé. Et pour les jeunes avec autisme, c'est différent? Oui, les gâchettes sont plus liées au monde social, aux besoins de prévisibilité et au sensoriel. On trouve par exemple des camarades parlent dans mon dos, une attente imprévue dans une file. La rupture de la routine. Exactement. Ou un inconfort sensoriel, être pressé pour finir un travail.
Le monde devient littéralement agressant ou imprévisible. Donc cette recherche, elle offre un nouveau langage, en fait, aux parents, aux enseignants. Tout à fait. Au lieu de dire mon enfant a un problème, on peut dire mon enfant subit un lourd fardeau émotionnel. Et voici les déclencheurs. Ça déplace le problème de l'enfant vers l'interaction entre l'enfant et son milieu. Et ça ouvre la porte à la collaboration. On peut arriver en disant à l'école, voilà, on a identifié que les transitions non préparées, par exemple, épuisent ces ressources. Comment on pourrait réfléchir ensemble à alléger ça? C'est exactement l'idée. On passe d'un reproche à une résolution de problèmes communs. C'était une approche bien plus constructive. Mais ça m'amène à une question. Une fois qu'on quitte l'école, que ces stresseurs-là changent radicalement, qu'est-ce qui explique que le TDAH persiste? Est-ce que le problème devient purement interne? C'est la transition parfaite vers notre deuxième étude, celle de Clara Touchert et ses collègues. Elle s'attaque à ça en regardant non pas l'environnement, mais les fondations de la personnalité. Le tempérament. Le tempérament, c'est-à-dire nos tendances innées, notre matière première en quelque sorte? C'est ça, nos tendances biologiquement fondées à réagir et à nous réguler. Et l'étude se base sur 3 grandes dimensions. D'accord. Alors, si on essaie de les imager, il y aurait quoi? D'abord, la surgence. C'est notre moteur, la tendance à l'émotion positive, à l'activité, à la recherche de récompense. La pédale d'accélérateur pour tout ce qui est fun, en gros. C'est une bonne image, oui. Un processus réactif, bottom-up. Ensuite, il y a l'affectivité négative. Le système d'alarme, la tendance à la peur, la frustration, la colère. Voilà. Également un processus bottom-up, très réactif. Et la troisième dimension, c'est le contrôle volontaire. Donc là, si je suis l'analogie, c'est le pilote, la capacité à diriger son attention, à freiner, à suivre un plan de route, le chef d'orchestre de notre esprit. L'analogie du chef d'orchestre est parfaite. C'est le processus top-down, le régulateur. Et pendant longtemps, chez l'enfant, on a utilisé un modèle de la double voix. C'est-à-dire? C'était assez simple. Une forte réactivité, beaucoup de surgence et d'affectivité négative étaient liées à l'hyperactivité. Et de l'autre côté, un faible contrôle volontaire était lié à l'inattention. 2 voix quasi séparées. Un modèle simple, élégant. Sauf que j'imagine cette nouvelle étude sur les adultes vient mettre un peu le bazar là-dedans. Un sacré bazar, oui. Ce n'est plus du tout comme ça que ça se passe. Ce qui change, et c'est le résultat le plus frappant, c'est que le chef d'orchestre devient la star du spectacle. Ah oui. Un faible contrôle volontaire est le prédicteur le plus puissant d'un diagnostic de TDAH à l'âge adulte. Et surtout, il est lié à la fois aux symptômes d'inattention et d'hyperactivité-impulsivité. Waouh. Donc ce ne sont plus 2 problèmes distincts, c'est un problème central de régulation. Exactement. Le chef d'orchestre est débordé, et du coup, toute la symphonie part dans tous les sens. La lutte centrale de l'adulte, c'est celle du pilote pour garder le contrôle de la voiture. C'est ça. Le cœur du TDAH adulte, c'est moins une réactivité excessive qu'un déficit global de la capacité à réguler cette réactivité. Et que devient la surgence, notre fameux accélérateur? Parce que l'image de l'adulte qui grimpe au rideau, ça ne colle plus vraiment, n'est-ce pas? Effectivement, chez les adultes de l'étude, une forte surgence n'est plus associée à l'hyperactivité. L'hyperactivité motrice, en fait, tend à diminuer ou à s'intérioriser. Ça devient une agitation mentale, un esprit qui tourne à 1000 à l'heure. Voilà. La bataille devient invisible, plus silencieuse, et ça valide le vécu de tant d'adultes qui se disent « je ne suis plus hyperactif, mais à l'intérieur, c'est un chaos permanent ». Mhm. Et pour l'affectivité négative, le système d'alarme. On sait que les adultes avec des DH décrivent souvent une grande irritabilité. C'est un autre point très fin de l'étude. Oui, ils en rapportent plus. Mais quand les chercheurs prennent en compte le faible contrôle volontaire dans l'analyse, le lien direct entre l'affectivité négative et l'hyperactivité s'effondre presque. Autrement dit, ce n'est pas tant que leur système d'alarme sonne plus fort, c'est plutôt qu'ils ont du mal à trouver le bouton pour l'éteindre. C'est une excellente façon de le formuler. Le sentiment de frustration n'est pas le problème de base, c'est l'incapacité à mettre les freins sur cette frustration. Oui, la dysrégulation émotionnelle de l'adulte semble être avant tout le reflet d'une difficulté à piloter ses émotions. C'est encore et toujours le chef d'orchestre qui peine à gérer l'intensité de l'orchestre. Ce qui a des implications énormes pour l'accompagnement. Ça veut dire que le travail principal, c'est pas de changer de caractère, mais de muscler ce fameux contrôle volontaire. Exactement. Donner au pilote de meilleurs outils, Mhm. de meilleures cartes, de meilleurs freins, un meilleur GPS, les stratégies de pleine conscience, les techniques de régulation, les outils de planification, tout ça devient la cible prioritaire. D'accord.
Alors si on met les deux pièces du puzzle ensemble, d'un côté on a l'adolescent à l'école bombardé par ce fardeau émotionnel externe. De l'autre, l'adulte qui se bat avec un système de contrôle volontaire interne. Comment est-ce qu'on relie les deux? Le fil rouge est très clair. C'est la régulation. La première étude nous montre un système de régulation en plein développement qui est constamment mis à rude épreuve par un environnement hostile. Le bombardement extérieur de l'adolescence pourrait donc affaiblir durablement ce système de pilotage interne. C'est une hypothèse très plausible. Le fardeau émotionnel de l'adolescence épuise et fragilise le contrôle volontaire en construction. L'enjeu à ce moment-là, c'est d'aménager l'environnement pour le protéger. D'alléger le fardeau. Oui, pour permettre au pilote de s'entraîner dans des conditions plus clémentes. Et à l'âge adulte, où on a souvent plus de contrôle sur son environnement, l'enjeu se déplace. Il ne s'agit plus seulement d'adapter le monde extérieur, mais de renforcer les compétences du pilote lui-même. Parfaitement résumé. On passe d'une stratégie de protection environnementale à une stratégie de renforcement des compétences internes. Le curseur se déplace avec l'âge. Et ce qui est puissant, c'est que ça sort de la fausse opposition entre c'est la faute de la personne et c'est la faute de la société. Oui, la réponse, c'est l'interface entre les deux. L'accompagnement doit toujours jouer sur ces deux tableaux, alléger le monde extérieur et outiller le monde intérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Une vision beaucoup plus complète et dynamique qui suit la personne tout au long de sa vie, c'est fascinant. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pôle Autisme. Ces études nous montrent le TDAH à travers le prisme de la difficulté, du déficit. Oui, et ça me laisse avec une dernière question à méditer. Si ce contrôle volontaire, ce chef d'orchestre top-down est moins dominant, est-ce que ça ne signifie pas, en contrepartie, que les processus bottom-up, la créativité, la passion, l'intuition, ont une voie d'accès plus directe à l'expression? C'est une pensée très intéressante. Peut-être que le défi n'est pas seulement de renforcer le chef d'orchestre, mais aussi d'apprendre à écouter et à apprécier la musique brute et parfois géniale que l'orchestre peut jouer quand il n'est pas constamment sous contrôle. C'est une pensée à explorer. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le Dr Stéphane Hélier pour la Fondation Pôle Autisme. Prenez soin de vous, à bientôt.